Krishnamurti, pour mettre fin à quoi que ce soit de psychologique, le temps est-il nécessaire? Pouvons-nous reprendre là où nous en étions dimanche dernier? Certains d'entre vous n'étaient peut-être pas là. Il nous faut donc revenir un peu brièvement sur ce que nous disions. Nous avons dit durant de longues années qu'il est impossible de changer la société. Société qui est en plein tumulte, qui est corrompue, où règne la guerre, où les êtres humains sont sans cesse en lutte les uns contre les autres. Il est impossible de changer cette société. Si les êtres humains qui l'ont créée ne suscitent pas en eux-mêmes un changement radical. Voilà ce que nous avons dit. Et il nous faut expliquer encore un peu de quoi il s'agit. Mais, je vous en prie, nous ne sommes pas réunis ici pour nous divertir. Ceci n'est pas le genre de rencontre où les gens viennent pour être stimulés sur le plan mental, intellectuel ou romantique. Nous sommes là, je l'espère, pour affronter le problème de cette énorme confusion, malfaisance, de ce grand danger qui guette l'humanité. Pour bien approfondir cela, il nous faut réfléchir ensemble au problème. Il nous est impossible de réfléchir ensemble si nos opinions sont contradictoires, si nous sommes ancrés dans nos propres conclusions et croyances. Ou si nous nous accrochons à quelque expérience fantastique ou romantique. Parce que ce problème regarde toute l'humanité, concerne toute l'humanité. Où que vous alliez, si vous voyagez autrement qu'en touriste, vous rencontrerez le même problème. L'antagonisme, la confusion, la peur, le manque d'intégrité. Et les scientifiques, les psychologues, semblent en quelque sorte incapables de le résoudre. Pas plus que les politiques ou les institutions, qu'elles soient religieuses, politiques ou sociales. Alors, il nous incombe, si nous sommes quelque peu sérieux et concernés,
par le fait que les êtres humains ont créé cette société. Et c'est le cas de nous sentir responsables de tout ce qui se passe dans le monde, de l'effroyable cruauté envers les animaux et les humains, des persécutions religieuses du passé et ainsi de suite. Nous les avons créées. Et il nous faut comprendre cela, pas juste intellectuellement, mais l'affronter vraiment. J'espère que nous pouvons réfléchir ensemble au problème. Alors que si vous avez votre propre point de vue et que l'autre s'accroche à son opinion, il devient impossible de penser ensemble. Si vous avez des préjugés et si l'orateur a son propre point de vue, il nous est alors impossible de penser ensemble. Penser ensemble ne signifie pas que nous soyons d'accord, mais plutôt qu'ensemble, comme deux êtres humains, pas des Américains ou des Hindous, rien de tout cela. Ces deux êtres humains se confrontent à ce problème. Problème que les êtres humains ont créé, à savoir cette société, et si terrifiante qu'en tant qu'être humain, on doit radicalement se transformer. Et est-ce possible? Est-ce possible pour un esprit humain qui a évolué au cours du temps, de millénaire en millénaire, qui est passé par d'innombrables expériences, par tant de souffrances, d'affrontements, de guerres, cet esprit de l'être humain, ce cerveau qui n'est ni le mien, ni le vôtre, mais qui résulte d'une évolution de 5-10 millions d'années. Qui est le cerveau de l'humanité, et pas un cerveau individuel. Nous l'avons réduit à un cerveau individuel, le mien et le vôtre. Mais si vous l'examinez avec grand soin, vous découvrirez que ce cerveau qui a évolué au cours du temps est le cerveau de l'humanité. Veuillez ne pas rejeter ou accepter cela. Examinez-le, regardez-le, car ce cerveau qui est le nôtre souffre. Il est anxieux, esselé, effrayé, constamment en quête de plaisir. Et ce cerveau a vécu selon un certain modèle. Et ce modèle se reproduit répétitivement partout dans le monde. Que l'on soit bouddhiste, hindou, communiste, catholique ou ce que vous voudrez. Il ne s'agit donc pas de votre cerveau ou du cerveau de tel ou tel individu, mais du cerveau
de l'humanité. Et ce cerveau a fonctionné sur certains modes. Le mode de la peur, le mode du plaisir, de la récompense ou de la punition. C'est ce schéma qu'il a développé au cours de ces millénaires. Est-il possible de susciter non pas une nouvelle série de modes basés sur le plaisir, la peur, la croyance, etc. Mais de dépasser ces modes de fonctionnement. Faute de quoi, il n'y a pas de changement radical, de révolution psychologique. Je pense qu'il est important de comprendre cela. Permettez, encore une fois, vous n'êtes pas ici pour écouter les paroles de quelqu'un d'étrange. Nous pensons ensemble, explorons le problème. Alors, si vous voulez bien me suivre, vous n'avez pas à accepter l'autorité de qui que ce soit. Nous ne faisons aucune propagande, ni n'essayons de vous convaincre de quoi que ce soit. Il s'agit de voir le problème qui est très complexe. De le regarder, de lui faire face. Et d'explorer ensemble ce problème. L'exploration du problème n'est pas de l'analyse. La cause, l'effet, elle ne relève pas explorer ne consiste pas à opposer une opinion à une autre, un préjugé à un autre. L'exploration implique l'observation. Là où il y a observation, il n'y a pas d'analyse. Quand vous observez en étant libre de toute peur, de tout préjugé, de tout particularisme. Alors l'analyse prend fin dans cette observation. J'espère que c'est ce que nous faisons ensemble. Autrement dit, quand vous observez un arbre, l'observation même de la chose passe par les mots. Dès l'instant où vous le voyez, vous l'appelez arbre. Veuillez le faire à mesure que nous parlons. Regardez cette chose sans le mot. C'est observer ce qu'elle est effectivement. C'est assez clair. Mais de faire sur le plan psychologique est beaucoup plus complexe. Observer sans le moindre motif. Observer ce qui a
effectivement lieu, votre peur, votre anxiété, votre sentiment d'insuffisance, votre dépression, tout ce qui a effectivement lieu. Observez cela sans analyser, sans juger, sans évaluer, simplement l'observer. J'espère que cela se clarifie. Pouvons-nous le faire ensemble? Nos esprits sont rompus à l'analyse, qui consiste à voir la cause et à en découvrir l'effet. Mais ce processus a lui-même pour résultat que l'effet recherché devient la cause, une chaîne sans fin. Vous suivez tout cela? Je pense qu'une des calamités de notre époque, c'est que depuis une centaine d'années environ, nous avons le communisme et la psychanalyse. Parce que ceci vous empêche à présent d'être réellement responsable de vous-même. Au moindre trouble, tourment, vous avez recours à un analyste ou à une institution ou un groupe quelconque, etc. Vous, en tant qu'être humain, êtes en train de perdre votre liberté pour dépendre d'autrui. Dépendant de l'Église, de la politique, dépendant de vos gourous ou de qui que ce soit, dépendant toujours de quelqu'un pour changer, pour amener l'ordre en vous-même. Nous sommes donc tout près de perdre notre liberté, notre responsabilité à l'égard de nous-mêmes. C'est pourquoi le communisme rend irresponsable, comme la psychanalyse. Il vous restreint ou vous fait dépendre de quelqu'un pour résoudre votre problème. Ce que nous disons, c'est qu'en tant qu'être humain, vous êtes responsable du désordre qui existe dans le monde. Et ce désordre a été créé par la pensée. C'est ce à quoi nous étions arrivés dimanche dernier. Nous disions que la pensée a créé non seulement la merveilleuse architecture, les cathédrales, les temples et les mosquées, mais aussi le monde de la technologie, à la fois bénéfique et destructeur. Les guerres et les instruments de la guerre. La pensée a créé, a engendré la division entre les êtres humains.
divisions nationales, sociales, politiques, économiques, spirituelles, religieuses. Si vous examinez cela de près, vous verrez que c'est un fait. La pensée a été responsable de tout cela. Pas seulement de ce qui est dans les temples, les églises, mais aussi de ce qui est à l'extérieur, dans le monde. Aussi, à moins de comprendre très profondément la nature de la pensée, il est impossible qu'advienne un changement radical. N'est-ce pas? Sommes-nous ensemble jusque-là? La pensée a créé le monde de la technologie. N'est-ce pas? La pensée a aussi créé des images de soi, des diverses divisions nationales. La pensée a créé l'arabe, le juif, l'hindou, le musulman, etc., etc. La pensée a aussi créé la merveilleuse architecture. Des églises, des cathédrales et des images dans toutes ces cathédrales, temples et mosquées. Il n'y a pas d'image dans le monde islamique. Mais ils ont leur écriture, leur calligraphie, qui sont aussi une forme d'image. Mais la pensée n'a pas créé la nature. L'arbre, la rivière, les cieux, des étoiles, ces splendides montagnes, des oiseaux. Mais la pensée s'en sert, les détruisant la terre, polluant l'air, et ainsi de suite. Si donc nous voulons résoudre ce problème du conflit, de la lutte, de la confusion dans l'esprit humain et par là dans la société humaine, il faut explorer la question de ce qu'est pensée. Nous rencontrons-nous? Vous voulez bien? Non, monsieur, pas vous seulement, mais tous ensemble. Nous demandons qu'est-ce que la pensée? Qu'est-ce que penser? Qu'est-ce que penser? Pourquoi la pensée a-t-elle fait tout cela? Pourquoi a-t-elle engendré cette merveilleuse médecine tout en créant des guerres qui détruisent les êtres humains? Pourquoi la pensée a-t-elle fabriqué Dieu? A-t-elle fabriqué l'image de Dieu? La pensée a fabriqué l'image de Dieu. Et la pensée a aussi suscité cet énorme conflit entre les êtres humains, entre vous et votre ami intime, vos relations les plus proches, mari, femme, enfant, etc. Tout cela vous intéresse-t-il? Ou êtes-vous venu pour profiter de la fraîcheur matinale, assis sous ces arbres? Êtes-vous vraiment intéressé par ce qui est dit, pas tant par
par ce qui est dit qu'intéressé à découvrir. Pour vous-même. Pourquoi la pensée a fait cela? Et quelle est la nature de la pensée? Ce qui veut dire que nous l'explorons ensemble. Cela veut dire qu'il faut vous appliquer à observer, à explorer de manière aussi alerte, pointue et passionnée que l'orateur. Il ne suffit pas de vous asseoir là, d'écouter en passant et vous en aller. Cela n'a rien d'un divertissement. C'est une affaire très sérieuse. Nous cherchons donc, discutons ensemble comme deux amis. On ne peut discuter ensemble étant si nombreux, mais c'est de personne à personne que vous et l'orateur essayez de découvrir pourquoi la pensée a créé cette confusion, ce désordre. Donc, la pensée est matière. La pensée est la réponse de la mémoire, n'est-ce pas? Sans mémoire, vous seriez incapable de penser, sans le souvenir des choses passées. La pensée ne pourrait fonctionner. La pensée est donc la réponse de la mémoire. La mémoire est le produit de diverses expériences, de multiples incidents. Et accidents accumulés en tant que savoir. Suivez tout ceci, messieurs, emmagasinés dans le cerveau. Et cette expérience, ce savoir qui est mémoire, est la réaction de cette mémoire sans l'acte de pensée. N'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui le dis, vous pouvez le voir de vous-même. Bien, est-ce clair? Pouvons-nous continuer? Autrement dit, au cours des millénaires, nous avons acquis divers types de savoir. Littéraire, scientifique, personnel, expérimental. Ces expériences ont constitué le savoir, tant scientifique que personnel. Ce savoir est emmagasiné dans le cerveau. Donc, ce cerveau n'est pas fait de votre savoir, mais du savoir humain. Je sais que nous aimons penser que c'est mon cerveau et votre cerveau. Aussi, ce savoir emmagasiné dans le cerveau en tant que mémoire est forcément toujours limité, car le savoir n'est jamais complet. N'est-ce pas? Il ne peut jamais être complet, quel qu'en soit le domaine. Donc, le savoir va de pair avec l'ignorance. Par conséquent, la pensée est toujours limitée
partielle. Elle ne peut jamais être complète. N'est-ce pas? Ne soyez pas d'accord avec moi, messieurs. Examinez cela. Donc, la pensée a créé ce monde de confusion parce qu'elle est en soi limitée, n'est-ce pas? La pensée, comme nous l'avons dit, est matière. Cette pensée ne peut que créer de la matière, l'objet, n'est-ce pas? Elle peut créer des illusions, de merveilleuses idées, utopies, de merveilleux systèmes et théories. Mais ces mêmes théories, ce même idéal, ce même concept, dus aux théologiens ou aux historiens, sont toujours limités, n'est-ce pas? Dès lors, nos actions sont toujours limitées. Et, de ce fait, nos actions sont fragmentées, n'est-ce pas? Notre action ne peut jamais être complète tant qu'elle se fonde sur la pensée. N'est-ce pas, messieurs? Il s'agit d'en prendre conscience, non comme une idée, mais comme une réalité. Vous comprenez la différence? L'idée et la réalité. Vous entendez cet énoncé que la pensée ne peut jamais être complète, que tout ce qu'elle crée ne peut qu'être incomplet. Vous entendez cet énoncé et instinctivement, vous en faites une abstraction, une idée. Vous suivez? Sommes-nous toujours ensemble? Une abstraction éloignée de l'idée. Dès lors, c'est l'idée qui prédomine. Et vous pensez alors, comment vais-je appliquer cette idée? Voilà de nouveau la division entre action et idée. Allons-nous trop vite? Cela dépend de vous. Donc, observez sans abstraire, observez sans analyser. Observez sans conclure d'aucune façon. Seulement observez la nature de la pensée. Dès lors, qui est cet observateur en train d'observer la nature de la pensée? Je me le demande si vous le voyez. Vous comprenez, monsieur? Il faut bien que je parle à quelqu'un. N'est-ce pas? Puis-je m'en prendre à vous, monsieur? Bien, monsieur. Mettons-le comme suit. Nous sommes très avides, centrés sur nous-mêmes. C'est un fait. L'avidité
est-elle distincte de vous? Vous comprenez ma question? Vous êtes l'avidité. Mais on a malheureusement créé une illusion, à savoir l'avidité, et l'on agira, on fera quelque chose à ce sujet, n'est-ce pas? Il y a donc une division entre l'avidité et l'acteur qui veut agir sur l'avidité, n'est-ce pas? Alors, est-ce un fait? Ou bien, est-ce un schéma qui a été développé pour esquiver le fait? Je me demande si vous y êtes. Ainsi, je suis avide. Je ne sais trop comment résoudre tout ce problème. J'ai donc créé son opposé, la non-avidité. Et je travaille sur la non-avidité, qui est un non-fait. Vous suivez tout cela? Nous disons donc que l'observateur est l'observé. N'est-ce pas? N'est-ce pas, monsieur? Il n'y a donc pas de division. Regardez, il y a une division entre les juifs et l'arabe, non? Créée par la pensée, par les préjugés raciaux, par le conditionnement religieux. Mais ils vivent sur la même terre. Pourtant, ils sont en lutte l'un contre l'autre. Maintenant, si vous observez cela attentivement, l'esprit humain est conditionné en tant qu'hindou, musulman, arabe, juif, chrétien, non chrétien. Vous suivez, il a été conditionné. Et ce conditionnement dit, je suis différent de vous. N'est-ce pas? Et ces différents conditionnements dus à la pensée sont encouragés par toutes sortes de gens pour des raisons politiques et religieuses. Et nous nous accrochons à cette division. Donc, là où il y a division, il y a inévitablement lutte, inévitablement conflit. Alors, quand on réalise que l'avidité n'est pas distincte de moi, que je suis l'avidité, alors un tout autre mouvement a lieu. Vous suivez, messieurs? Nous rencontrons-nous là-dessus? Dieu, que cela semble difficile, ce dont nous parlons, n'est-il pas trop complexe? Oui, monsieur. Regardez cela, monsieur. Comment allez-vous affronter la violence? Les êtres humains sont violents, n'est-ce pas? Nous avons cultivé l'opposé, n'est-ce pas? La non-violence. Ne soyez pas violents, soyez bons, justes et tout le reste. Mais fondamentalement, nous sommes violents, sans discontinuer depuis 1 million d'années. Cette violence est-elle distincte de vous? Évidemment pas. Vous êtes la violence. Alors, pouvez-vous observer ce fait sans formuler la moindre idée à son sujet? Que se passe-t-il alors? Vous suivez tout cela?
Je suis violent. Comme être humain, je suis violent. J'ai vécu avec cette violence 1 million d'années durant. Mon cerveau a élaboré un schéma de non-violence et ma violence persiste. Et cette quête de non-violence est une fuite devant le fait. Et si j'observe le fait que je suis violent est-il distinct de moi, de ma nature, de ma façon de voir? Je suis cela, n'est-ce pas? Sommes-nous d'accord? Alors, le conflit qui existait auparavant prend fin, n'est-ce pas? Je me demande si vous le voyez. Le conflit de la division entre être violent et ne pas être violent, c'est un conflit. Mais quand il y a une prise de conscience que je suis le conflit et non je suis distinct du conflit, alors ce conflit prend fin et une toute autre action a lieu. Alors, monsieur, voici notre question. La pensée est un mouvement dans le temps, n'est-ce pas? La pensée repose sur la mémoire qui est le passé avec toutes ses conclusions, idées, croyances, images, transposées du passé au présent. Le passé rencontre le présent et le futur, n'est-ce pas? Il se modifie constamment. C'est cela, le temps. N'est-ce pas? Il n'y a pas seulement le temps chronologique, mesuré par la montre, par le jour et la nuit, mais aussi le temps psychologique, n'est-ce pas? Je serai. Quand vous dites je serai, c'est le temps. Je dois devenir quelque chose, c'est le temps. Je ne suis pas bon, mais je serai bon. C'est le temps. C'est le temps. Et le temps est aussi la pensée, n'est-ce pas? Le temps d'un jour et d'une nuit. Le temps qu'il vous faut pour aller prendre le bus, pour acquérir du savoir, pour apprendre une langue, pour acquérir n'importe quel savoir technologique, pour agir avec compétence, pour gagner sa vie, tout cela est le temps, demande du temps. Psychologiquement, intérieurement, nous avons aussi cette idée de temps. Non? Je ne suis pas, mais je serai. Je suis confus. J'irai voir l'analyste. Il m'aidera. Le temps. Ainsi, psychologiquement, nous avons cultivé cette idée